J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, mes cheveux ils sont catastrophiques. Alors que je les lave, hein, je vous promets, je vous jure. Mais non, je pense qu'il est juste temps que j'aille chez le coiffeur. On n'est pas là pour parler de cheveux, on est là pour parler de livres. Salut, moi c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo update lecture. Et oui, encore une. J'enchaîne les lectures en ce moment et j'adore trop. L'année commence hyper bien. Et je fais des découvertes fabuleuses. Je suis un tout petit peu sortie de ma zone de confort. Je vais commencer par un livre qui m'a beaucoup trop hypé. Parce qu'en fait, je voyais ce livre partout. Je parle bien entendu de Piranèse de Susanna Clarke. Publié aux éditions Robert Laffont, c'est un livre qui est traduit de l'anglais par Isabelle D. Philippe. Comment parler de ce livre? Telle est la question. Ce livre est vraiment un livre particulier par son univers, qui est un univers onirique. On se retrouve à suivre un garçon, un narrateur, dans un monde pas comme le nôtre, un monde qui est en fait un immense palais, un palais géant, infini, un monde fait de pièces diverses, dans lequel il y a des océans, des mers, il y a des marées, dans lequel il y a des oiseaux, dans lequel il y a des statues, surtout beaucoup de statues. Et on est un petit peu dans un cadre presque mythologique, un peu grec. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'imaginais en lisant le livre. Et il y a tout un fonctionnement qui est bizarre, qui tourne autour des marées, qui tourne autour de la lune. Voilà, on est un petit peu dans cette espèce de monde suspendu. Il y a notre narrateur qui s'occupe, qui pêche, qui mange, qui se nourrit, qui va aussi s'occuper de squelettes, d'étranges squelettes. En fait, on ne sait rien sur ce palais au début. Et cet autre personnage un peu bizarre qui s'appelle l'autre et qui indique un tout petit peu à notre narrateur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qui lui donne des missions un tout petit peu. Et voilà, du coup on est dans cette espèce de duo et de trucs très bizarres, de palais très bizarres, d'un espèce de monde dont on ne sait rien. On ne sait pas comment il est là, comment il a été formé, comment il a été créé, voilà. On ne sait rien sur ce monde. Et je pense que vous comprenez très bien que toute l'intrigue va tourner autour de ce palais, autour de l'identité de ces personnages. C'est un livre qui a pour thématique, comment dire, ouais, je pense la folie. Voilà, je peux te dire ça sans te spoiler. C'est un livre qui nous met dans un espèce de moment de grande confusion. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Est-ce qu'on doit forcément croire ce que nous montre et ce que nous dit notre narrateur? Est-ce qu'il n'est pas fou? Est-ce qu'il ne rêve pas ce qu'il voit, ce qu'il vit? Voilà, autant de questions qu'on se pose dans ce livre. Et il y a des rebondissements, il y a tout ça. J'ai été un peu, pas mitigé, ça a été une très bonne lecture. Mais ça a pas été le coup de cœur que j'en attendais, que je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus surprenant et étonnant à la fois dans la forme que dans le fond. Et en fait c'est peut-être ça mon gros bémol par rapport à ce livre, c'est que je trouve que l'histoire est géniale. L'histoire est très bien, très originale, le monde est très original aussi et captivant. Mais je trouve que Susanna Clarke nous décrit vraiment tout un monde dans une espèce de contemplation au début. Mais pour moi, je trouve qu'elle va jamais profondément dans les choses et j'ai eu du mal avec ça. J'ai du mal avec le style d'écriture que je trouve un peu banal en fait et un peu simple. J'ai eu du mal en fait avec le style de Susanna Clarke par rapport à ce livre et par rapport au monde qu'elle nous propose. Mais ça, c'est tout à fait, franchement, c'est tout à fait personnel. C'est tout à fait selon mes goûts à moi. C'est vrai que pour moi, ça manquait justement de contemplation, ça manquait de description, j'en attendais beaucoup plus. Je trouve que c'est un livre qui se termine très vite, trop vite. C'est très court en fait, ça se lit très vite. C'est un bon page turner comme on dit. Peut-être que j'en attendais trop, j'avais trop d'attentes par rapport à ce livre et forcément je suis déçu. Pareil aussi, il y a le personnage que j'ai trouvé pas du tout attachant en fait. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage.
parce que je le trouve très passif. Et puis la psychologie, même si elle est très bien développée, je la trouve pas assez profonde non plus pour qu'on puisse vraiment, enfin moi en tout cas, pour que je puisse vraiment m'attacher au personnage. Au contraire, j'étais un peu à distance par rapport à tout ça, mais en même temps, c'est parce que je me méfiais énormément aussi de ce qu'il me racontait. Donc je pense que il y a un côté où c'est voulu aussi par Susanna Clark, cette espèce de détachement, de confusion, de tout ça, je pense que c'est voulu parce que toute l'intrigue est basée sur ça. Mais en fait, le truc, c'est que ça se voyait à des kilomètres. J'ai pas été surpris par ce livre, en fait. Ce qui m'a surpris dans ce livre, c'est peut-être juste le balancement qui se fait. Au début, on a l'impression qu'on est dans un roman de fantasy ou de science-fiction, enfin, vraiment dans de la SFFF pure et dure. Et en fait, plus on continue et plus on va dans un espèce de thriller psychologique. Et j'ai bien aimé ce balancement, j'ai bien aimé ce crescendo-là. Voilà, j'aurais aimé qu'elle prenne un peu plus de temps. Alors que, oui, il y a beaucoup de jours qui s'écoulent quand même entre les différentes actions. Limite, en fait, j'aurais voulu qu'elle nous décrive presque toutes les pièces qu'il y avait, mais c'est pas possible parce que c'est tellement immense. C'est l'infini, en fait. Elle nous décrit l'infini à travers ce palais. Mais j'aurais voulu qu'elle soit beaucoup plus profonde dans ses descriptions, même de paysages, du palais, de tout ça, pour qu'on puisse vraiment être immergé dans ce monde. Et c'est peut-être ça que j'attendais en fait par rapport à ce livre et que j'ai pas eu. Et j'ai été un peu déçu par rapport à ça. Après, ça reste un très très bon livre sur la thématique de la folie. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que malgré tout, ce palais, c'est un personnage à part entière. Et, euh, et en fait, toutes les choses qu'il y a dans ce palais, les moindres objets, sont personnifiés et deviennent des personnages aussi qui gravitent autour de nos deux personnages. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est cette confrontation de deux choses qui peuvent paraître complètement paradoxales, à savoir l'immensité, l'infini de ce palais, donc quelque chose d'énorme, vraiment très étendu, et en même temps ce huis clos, parce qu'on n'est qu'avec deux personnages, et c'est tout. Donc il y a une espèce de huis clos aussi qui se forme et qui crée une espèce d'angoisse et de malaise pendant toute la lecture, et ça j'ai beaucoup aimé, et je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce livre. Et j'ai trouvé que ça, par contre, c'était très très bien fait. Mais franchement, ça a été une bonne lecture et ça a été un très bon moment de lecture. Et rien que pour ça, je te le conseille. Je passe à un manga, pas n'importe quel manga, puisque c'est le deuxième volume de Mermaid Saga de Rumiko Takahashi. Donc c'est publié aux éditions Glénat. C'est le dernier volume. C'est déjà le dernier volume. Je savais pas du tout que c'était le dernier volume pour moi. Je pensais que c'était une trilogie. Et en fait, non, pas du tout. Et pareil aussi, je suis un peu déçu par rapport à ça. Parce que on saura jamais la fin de cette histoire. En fait, dans ce deuxième volume, j'ai trouvé ce deuxième volume beaucoup plus mature que le premier. Donc on suit dans cette histoire un jeune héros qui n'est pas si jeune que ça, parce qu'en fait, il est vieux de plusieurs centaines d'années. Il a été rendu immortel parce qu'il a mangé de la chair de sirène. Et la chair de sirène rend immortel si tu arrives à endurer le pouvoir. C'est pas tout le monde qui peut devenir immortel. Et même la chair de sirène tue la plupart du temps. Notre héros ne veut pas être immortel et du coup il erre dans le Japon, de l'ère médiévale jusqu'au Japon moderne, à la quête d'autres sirènes qui lui apporteraient la mortalité et le fait de pouvoir mourir. Et sur son chemin, va sur ton chemin. Et sur ce chemin, il croise la route d'une jeune fille qui, pareil que lui, a mangé de la chair de sirène et est devenue immortelle également. Et tous les deux vivent des péripéties, des aventures, et font la rencontre de plusieurs personnes qui cherchent également de la chair de sirène ou qui en ont mangé, ou voilà.
Donc c'est un manga fantastique qui, dans ce deuxième volume, est un peu plus sombre que le premier encore. On frôle un tout petit peu l'horreur et l'angoisse. En fait, ce sont juste des sortes de petites histoires courtes en reprenant cette thématique des sirènes et en reprenant nos héros qui suivent un tout petit peu le même schéma, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer de nouvelles personnes et vont vouloir les sauver et vont découvrir en même temps peut-être des choses en plus par rapport à la chair de sirène. Et voilà, le seul problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de fin. Donc je sais pas si c'est une série qui a été interrompue ou pas. Voilà, je trouve ça un peu dommage parce que je trouvais que justement l'univers s'installait beaucoup plus là dans ce deuxième volume et on commençait vraiment à s'attacher à l'ambiance et à l'atmosphère et aux personnages et c'était trop bien. Et puis voilà, j'ai un petit peu j'ai un peu l'impression qu'on m'a tiré trop. Non, je cherchais une expression, mais j'arrive pas à trouver l'expression. Mais je suis frustré. Voilà, je suis très frustré par rapport à ce manga. Alors, pour continuer un tout petit peu dans l'ambiance de l'imaginaire, j'ai lu un grand classique de la fantasy par le père de la fantasy occidentale. C'est évidemment Tolkien, le Hobbit. Première fois que je lisais le Hobbit, première fois que je lisais Tolkien. J'ai commencé à lire le Hobbit parce que j'ai le Seigneur des Anneaux dans ma bibliothèque, que le Seigneur des Anneaux me fait quand même un peu peur. Du coup, j'avais besoin de me rassurer en me disant, est-ce que je vais aimer le style de Tolkien? Est-ce que je vais aimer l'univers de Tolkien? Et gros coup de cœur. Une magnifique surprise pour moi. Je pensais pas du tout que j'allais autant aimer ce livre. Et j'ai adoré l'univers évidemment. J'ai adoré la forme du conte que prend ce livre. C'est un livre qui m'a presque ramené en enfance. J'avais l'impression qu'on me racontait une histoire et je sais pas, il y avait quelque chose de très doux et c'est un livre qui me ramenait en enfance parce que j'imaginais cet univers avec ces elfes magnifiques. Non, franchement, j'ai vraiment adoré l'univers, j'ai adoré suivre Bilbo parce que qu'est-ce qui me fait rire ce personnage. J'ai ri aussi dans ce livre. Franchement, ça a été un bonheur de lire ce livre-là et l'univers est si merveilleux et si beau. J'adore, j'ai totalement adhéré à l'univers, j'ai totalement été transporté dans cet univers. Ouais, c'était trop bien. J'ai pas d'autres mots, ça a été un gros coup de cœur pour moi et je suis tellement content d'avoir découvert ce livre, enfin de l'avoir lu parce que j'ai essayé de regarder les films plusieurs fois et j'ai jamais réussi. Et en fait, je pense qu'il fallait vraiment que je fasse le pas de moi-même et que je m'imprègne moi-même de l'univers et que je fasse de cet univers quelque chose de plus personnel que juste le regarder sur un écran. Là, je l'ai vraiment imaginé, il était devant moi et je vois toute cette nature, toutes ces montagnes, ces forêts et puis cette ambiance toujours étrange, euh, un peu angoissante aussi par moments également, mais il y a toujours quelque chose de très mystérieux. Et puis en fait, j'ai beaucoup aimé aussi rencontrer Gollum, personnage mythique et iconique du Seigneur des Anneaux. Et qu'est-ce qu'il est angoissant ce personnage, qu'est-ce qu'il est malaisant, mais à un point. Ouh, il y avait des passages comme ça très marquants, puis j'ai beaucoup aimé parce que au fur et à mesure qu'on suivait leur aventure, du coup, on apprenait, on découvrait les personnages qui caractérisaient aussi l'univers de Tolkien, avec ces aigles qui parlent, avec ces loups, avec voilà, et puis ces guerres, ces conflits entre différentes entre différents peuples et tout ça. Et
Et ouais, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était très prenant, que ça a suffi à ce que je sois complètement submergé. Et puis Tolkien, il a quand même le sens de la narration parce que à chaque fois, il nous mettait en attente, il mettait du suspense. Bah, au fur et à mesure qu'on lisait ce livre, on avait encore envie d'en apprendre toujours plus. Et en même temps, il y avait ce ton aussi très léger et ce ton de conte. Je pensais que ça allait être compliqué à lire et en fait, pas du tout. Je suis trop content. Voilà, je suis trop content d'avoir lu. J'en parle avec un grand sourire parce que ça faisait longtemps, je pense, que j'avais pas passé un aussi bon moment de lecture. Et je suis hyper heureux de l'avoir lu. N'hésitez pas à venir en discuter en commentaire et je viendrai discuter ou rajouter des choses que j'ai pas dit avec plaisir en commentaire aussi. Et... Alors là, je passe tout de suite à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus effrayant et terrifiant, puisque j'ai enfin lu le manga Dragon Head de Minetaro Mochizuki, publié aux éditions Pika dans la collection Pika Graphique. C'est le premier tome de cette réédition en 5 volumes. Donc c'est une brique qui pèse lourd dans le sac. C'est un livre qui pour le coup me faisait peur et j'y allais vraiment en reculons parce que c'est pareil aussi, là on est vraiment sur un gros classique du manga d'horreur. Dragon Head, en termes de manga d'horreur, je pense que c'est même le classique d'horreur avec les mangas de Junji Ito ou de Kazuo Umezu. Voilà, c'est dans la même veine, c'est dans le... On va suivre toute une école qui est partie en voyage scolaire. En fait, au moment où ils passent sous un tunnel, on ne sait pas ce qui s'est passé. Un éboulement, un tremblement de terre, on ne sait pas. Mais la plupart de ces élèves sont morts dans le train, sauf 3 survivants, une fille, 2 garçons. Un garçon qui est un peu parano et qui est pas trop le compagnon qu'on voudrait avoir si on veut survivre. Et en fait, c'est un manga sur la peur. On est dans un huis clos, dans ce tunnel dont on ne peut pas sortir parce que c'est un tunnel qui est bloqué, bouché. On ne sait pas ce qui s'est passé dehors, mais il y a quelque chose d'étrange puisque avant de rentrer dans le tunnel, le héros voit une espèce de ciel très très noir et puis quelque chose de vraiment étrange qui se passe en même temps dehors. Et voilà, donc du coup on va suivre ces 3 adolescents qui vont essayer de survivre. Ça va pas du tout se passer comme prévu parce que tous les 3 n'arrivent pas à s'entendre, n'arrivent pas à s'allier et surtout n'arrivent pas à combattre leur peur. Et du coup, ils rentrent sans arrêt en conflit, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et du coup, on est dans cette espèce de micro-société qui se fait. C'est très intéressant, d'ailleurs, la postface, il y a une postface qui est vraiment hyper intéressante sur ça. On sent la peur dans toutes les pages, dans toutes les cases. Il y a vraiment un souci du détail aussi qui est assez effarant. Parce que toutes les pierres, Ouais, il y a des détails partout, même dans les vêtements, dans les expressions des personnages, dans les mouvements aussi. On entend même presque les sons. C'est pour dire, genre par exemple, ce genre de planche. Moi, je trouve ça ouf. Et j'aime beaucoup ce format d'ailleurs parce que je trouve que ça le met en valeur en fait. Ça met en valeur tout ça. Ce souci du détail. On a des personnages qui transpirent sans arrêt, donc on va avoir des sueurs partout. Et puis voilà, on sent la peur, mais à chaque page, quoi. Vraiment. Je dis pas ça pour... je suis pas en train d'extrapoler, c'est vraiment le cas. C'est un manga qui est intense. Les personnages ne sont pas hyper attachants du coup, parce qu'ils sont tous remplis de défauts, ils sont tous totalement possédés par leur peur. Donc du coup, c'est dur aussi de s'attacher à eux. En fait, on s'attache pas vraiment à eux. On s'attache plutôt à la situation, aux événements qui se produisent. Et on voudrait savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont quand même sortir. Et en même temps, on voudrait savoir aussi ce qui se passe à l'extérieur. Et en fait, les 3 personnages ont chacun une manière de faire face à la peur. On va avoir un personnage qui cède à la folie pour avoir une espèce de refuge et pour essayer juste de survivre comme ça en étant totalement soumis à une espèce de folie et à une espèce d'invraisemblance. Enfin,
On a un autre personnage qui essaye de rester vraiment les pieds sur terre et il essaye vraiment de prendre la situation en main, de contrôler un tout petit peu les choses. Et on a aussi le personnage féminin qui pour le coup ne sait pas trop comment être, ne sait pas trop quelle place prendre parmi ces deux personnages masculins qui prennent le dessus. Je pense que le personnage féminin va peut-être se révéler au fur et à mesure parce que là j'ai trouvé justement très passive aussi et pas hyper bien développée. Donc j'espère que ça va l'être dans les prochains tomes, mais en tout cas j'ai très envie de lire la suite. Franchement, là j'ai fini ce matin et j'ai envie là de courir en librairie et de m'acheter toute la suite. Et j'ai adoré. Donc si t'aimes bien l'horreur et tout ça, bah ce manga est fait pour toi si tu l'as toujours pas lu. Et enfin, je vais te parler de deux derniers livres avant de conclure cette update lecture. Tout d'abord, La déchéance d'un homme de Osamu Dazai, traduit du japonais par Georges Renondo. Là, pareil aussi, ça a été une petite déception. En fait, je me suis rendu compte que je connaissais déjà l'histoire de ce livre parce que j'avais lu un manga qui s'appelait Je ne suis pas un homme. Et en fait, c'était un manga librement inspiré de ce roman. Et du coup, c'est en lisant ce roman que je me suis dit, mais je crois que, je connais cette histoire, alors que j'avais pas lu ce roman avant. Et c'est en faisant mes recherches que oui, que du coup j'ai vu que effectivement, je connaissais l'histoire. On est là dans la tête d'un personnage, d'un garçon, dans la vie d'un homme en fait, qui, comme le titre l'indique, va de plus en plus sombrer dans une espèce de déchéance de lui-même. Un jeune homme perturbé qu'on va suivre au tout début, qui se sent totalement différent des autres, qui se sent presque comme un monstre parmi les autres. C'est un personnage cynique, un personnage très noir, qui a des idées noires aussi, et qui a un mal-être profond. Donc il a un rapport très compliqué aux autres. Il y a aussi tout un rapport à la beauté dans ce livre, puisqu'on va, au tout début, ce jeune garçon paraît très laid, et puis ensuite il va devenir de plus en plus beau, mais tellement beau que les autres vont être totalement fascinés ou même intimidés par lui. Il va beaucoup en jouer, il va sombrer dans le plaisir de la chair facile, dans tout ça. Et voilà, du coup, on suit vraiment cette espèce d'évolution et en même temps de déconstruction. C'est un livre qui est tragique-comique, qui joue en permanence sur un côté très burlesque et en même temps très tragique. Donc il y a une espèce aussi de violence à la fois psychologique et physique. Et c'est un livre sur cette violence-là et sur la violence infligée à soi-même, la violence de la société aussi, et le fait d'être un paria et un marginal dans une société avec des conventions sociales qui sont très dominantes. Donc c'était un livre qui était quand même assez intéressant, très court, ça se lit très vite. Mais j'ai été un peu déçu parce que je trouve que la traduction est un peu bizarre par moments. Il y a des maladresses dans le style, il y a beaucoup de répétitions, l'auteur va user beaucoup d'adverbes, de locutions adverbiales, de choses comme ça, avec des cependant, des pendant que, des malgré que, en permanence à quasiment chaque phrase. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très lourd dans le style, qui fait que même si c'est un livre très court, l'histoire est très lourde et je trouve que le style alourdit encore plus et finit par nous peser aussi. Et c'est pour ça que ça n'a pas été une très bonne lecture, parce que j'ai trouvé ça un peu très pesant, très pesant pour pas grand chose au final. Et ouais, j'étais un tout petit peu déçu et je sais pas du tout si c'est la traduction ou pas. Je sais pas parler japonais, donc du coup je peux pas comparer. Mais des fois, ouais, il y avait des formulations maladroites, des phrases un peu alambiquées. On sentait quelquefois que la traduction était très littérale, quoi. Très copiée sur l'expression française.
et ça donnait des phrases un peu bizarres. Et voilà, ça m'a fait tiquer un tout petit peu et j'ai eu beaucoup de mal du coup à vraiment rentrer dans ce livre. Voilà, ça n'a pas suffi à ce que je sois vraiment dedans, hélas. Donc voilà, on est vraiment sur un personnage qui a des difficultés à comprendre le monde, qui a des difficultés à se faire accepter et à accepter les autres aussi. Et du coup, c'est un personnage qui est vraiment pervers, quoi, vraiment dans le sens premier du terme, qui est vicieux aussi et malsain, vraiment malsain. Et c'est ça qui est fascinant aussi dans ce livre-là, c'est que bah, on est plongé dans ce personnage-là et en même temps on s'y attache quand même un tout petit peu. Et on le suit avec cette espèce de fascination sans vraiment comprendre pourquoi il fait telle ou telle chose. Voilà, c'était très très noir comme livre. Donc il n'est pas fait pour tout le monde, je pense. C'est pas un livre qui est fait pour tout le monde, mais il déroute. Voilà, c'est un livre qui fait réagir et qui est assez déroutant. Et enfin, je termine par un autre roman déroutant et un peu choquant, pour le coup, qui est vraiment pas fait pour tout le monde là, vraiment. C'est Querelle de Kevin Lambert, publié aux éditions Point. C'est un livre qu'on m'a conseillé à de nombreuses reprises. C'est un livre québécois, donc on est plongé dans une ville québécoise, dans le monde ouvrier, avec dans cette espèce aussi de syndicalisme et de lutte de classe. Et on va suivre le personnage fascinant de Querelle, un jeune homosexuel qui rentre dans ce monde et qui est un tout petit peu une espèce d'icône dans ce livre. C'est un personnage qui est pour le coup extrêmement fascinant et tout le livre tourne autour de ce personnage et tourne autour de cette fascination pour ce personnage qui est au-dessus de tous les autres. Il y a une grève qui se produit, donc on va suivre tous les grévistes, tous les ouvriers qui font grève. Et en même temps, il y a tout un caractère sexuel aussi qui vient se mélanger à cette lutte de classe. Et du coup, il y a un mélange entre cette question de la sexualité, de l'homosexualité et la question sociale. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un livre surtout sur l'ultra-violence qui est très cru, très tranché et tranchant. C'est un livre qui fait énormément penser à Virginie Despentes, vraiment beaucoup 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 pour ce style-là très 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 brut. Ça fait penser à Baise-moi en fait de Virginie Despentes. Mais en même temps, on retrouve aussi l'inspiration de Jean Genet, hein, parce que Querelle, ça fait effectivement référence à Querelle de Brest, un livre de Jean Genet qui parle aussi, là c'est plutôt dans le milieu maritime, et une lutte intérieure et une lutte sociale plus globale. Et en fait, on se rend compte que la singularité de chacun dans la communauté se mélange en fait et se mettent en conflit même entre eux et du coup voilà, c'est un livre sur les conflits aussi de manière générale, pas seulement les conflits liés à la classe, mais les conflits liés aussi aux positions sociales, aux positions dans l'entreprise. Les personnages sont toujours sur un fil et ne sont jamais bons ou mauvais, ils sont tout le temps dans un entre-deux. Et des fois, ils font des actions très choquantes. Et on sent aussi l'influence de Pasolini à travers la figure des Regazzi. Voilà, parce que à travers la figure de jeunes homosexuels voyous qui viennent terroriser aussi un tout petit peu la ville et qui sont hors morale et hors cadre et hors tout marginalisés. Et on va retrouver cette espèce de fascination morbide autour de ces figures-là. Et du coup, il y a ce personnage de Querelle qui est un personnage qui représente beaucoup de choses, qui représente à la fois la figure d'un martyr, la figure d'une icône, d'une idole. Voilà, c'est une espèce de personnage presque même fantomatique qui va englober tout un ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça assez particulier. C'est
un livre vraiment particulier aussi dans sa forme, parce que c'est à la fois très cru et en même temps très poétique. Il y a des images qui sont très très fortes, des images métaphoriques, des symboles, des images symboliques qui viennent aussi s'immiscer dans cette description de l'ultraviolence. Et on suit cette espèce de mythification du personnage de Querelle. Ouais, il y a quelque chose de vraiment très très fort dans ce livre. Et beaucoup de scènes crues, que ça soit dans les scènes de sexe que dans les scènes de violence. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas un livre qui plaira à tout le monde, ça c'est certain. Ça a été une bonne découverte pour moi. Voilà du coup pour cette update lecture. Je suis passé vraiment beaucoup du coq à l'âne, c'était un peu compliqué. Donc je suis désolé si je suis pas allé profondément dans les choses. Voilà, c'est là je fais un tout petit peu de manière très très spontanée, mais j'espère que tu auras quand même aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésite vraiment pas à réagir en commentaire, à liker cette vidéo aussi pour la faire un tout petit peu voyager et m'apporter aussi du soutien. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à celles et ceux qui vont laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Et merci aux nouveaux arrivants également. Bienvenue à vous. Et je ne sais pas comment finir cette vidéo, comme la plupart des vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut, bye bye, ciao ciao